Il est 8h34. Le professeur Gilles Pialou est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous 5e fois. Depuis le début du confinement, c'est un plaisir de vous retrouver régulièrement. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris. Le déconfinement a commencé et vous me disiez, il y a un instant, ce déconfinement, je le trouve mou. Pourquoi est-ce que vous le trouvez mou ? Non, c'est pas le déconfinement que je trouve mou, surtout pas. C'est ce que je trouve mou, c'est ce qui accompagne le déconfinement, parce que finalement, il est fait, il est organisé, on va en suivre les conséquences, mais on l'a fait à l'aveugle. Il faut être clair, on l'a fait à l'aveugle, on l'a fait sans savoir où le virus circulait, sans savoir combien il y avait de personnes qui étaient positives, quelle était la dynamique de circulation dans les entreprises, etc. Donc en fait, je trouve que c'est ça que je trouve mou, c'est que là, on est toujours en train d'attendre, parce qu'on attend toujours quelque chose. Là, on attend les tests. Alors, il paraît que cette semaine, les autorités sanitaires, la HAS, va nous donner la liste des tests qu'on a. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. On est à 4 mois de l'épidémie. On est en train de discuter encore quel test on va utiliser. Oui, ça vous exaspère qu'on soit encore en train de discuter sur les masques qui étaient là ou qui n'étaient pas là. Ça, vous dites maintenant, il faut avancer. Écoutez, alors sur les tests, c'est pas à peine de discuter. Depuis le 16 mars, l'OMS a clairement dit qu'il fallait tester, dépister. Le directeur général de l'OMS l'a dit. C'était le 16 mars, c'était pas en avril. Et j'ai retrouvé cette phrase, on ne recombat pas un incendie les yeux bandés. C'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire que là, on est dans un déconfinement à l'aveugle. On va être très vigilants. Nous, on est très vigilants sur le terrain, très inquiets aussi. Très inquiets pour 2 raisons. Alors, si je peux me permettre, on est inquiets évidemment, comme tout le monde, de voir comment le déconfinement va s'impacter sur les nouveaux diagnostics, bien sûr sur la réanimation. Donc à ça, on est inquiet aussi sur l'arrivée des autres patients qui ont quitté le secteur de la santé, vous en parliez là sur l'antenne, qui ont quitté la médecine de ville, qui ont quitté les établissements sanitaires, qui ont quitté l'hôpital, les urgences, tout ça va revenir, va se croiser, si je puis dire, avec les patients Covid+. On ne sait pas, on n'a pas de visibilité. C'est pas la faute des scientifiques, on n'a pas de visibilité. Donc voilà. Et puis bon, le côté youpi, moi j'ai du mal. Bon, évidemment, c'est-à-dire j'étais pas côté confiné. Youpi, c'est quoi le côté youpi ? C'est vrai que c'est sympa de voir. Je veux dire, moi aussi, c'est sympa de retrouver mes enfants. Enfin, on a tous des joies dans ce déconfinement. Moi, j'étais pas confiné, donc voilà, j'ai pas. Mais mon entourage l'était. Et ce côté youpi, voilà, il y a pas. Je veux dire, on est au milieu du gué. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. On est le 5e pays au monde, au monde, en tout cas dans les pays les plus impactés en termes de mortalité. Je crois que faut beaucoup d'humilité, quoi. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut que les politiques aient aussi un peu d'humilité quand ils s'expriment, parce que, 1, on est au milieu du gué, et 2, je crois qu'on ne peut pas dire quand même que, oui, le système de santé a été extraordinaire, oui, on a marché main dans la main avec la direction, mais il y a plein de choses qui vont arriver. Et la 3e inquiétude, c'est effectivement... Alors j'ai vu que Libération a pris ce titre qui vient un peu des discussions à l'intérieur de l'hôpital, c'est le retour à la normale avec un L apostrophe, c'est-à-dire la peur du retour à la situation du système sanitaire d'avant. Oui, la normale qui était anormale. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'inquiétude. Ça fait beaucoup Oui, je vous sens très inquiet ce matin. Oui, un peu énervé, inquiet, un peu irrité. Un peu irrité, Gilles Pialou. Non, mais là, c'est une phase. D'abord, c'est une phase où on a le temps de réfléchir, on a le temps de se remettre un peu à la recherche, on a le temps de brainstormer, on n'est plus noyé. Et effectivement, il sort un peu d'agacement parfois, d'irritation. Et puis franchement, il y a aussi un autre truc qui mérite, c'est quand j'entends les politiques dire ah oui, les scientifiques ont changé de doctrine. Non mais attendez, il faut revenir. Alors bien sûr, on peut faire le zapping de ceux, y compris peut-être moi, qui ont dit que peut-être il fallait pas mettre des masques quand, etc. Mais globalement, mettre un masque pour se protéger d'un virus respiratoire, ça fait presque un siècle qu'on le sait, quoi, clairement. Et que dépister pour isoler et voire bientôt traiter, c'est aussi un modèle qui a marché dans toutes les infections. Il y a une chose que je comprends pas très bien, Gilles Pialou. On a connu des pandémies à la fin du XXe siècle. D'ailleurs, on les a totalement oubliées, ces pandémies. Non, enfin, je sais pas moi. Non, la grippe, je sais pas, la grippe de Hong Kong, par exemple, qui a fait quoi, 30 000 morts en France. Bien sûr. À peu près le même bilan, d'ailleurs. Oui, il y a fait la pseudo-grippe espagnole, etc. Oui, il faut revenir sur l'histoire. Alors évidemment, après, il faut mieux comparer avec des choses plus récentes. Mais alors évidemment, grâce à la télévision, on revient sur les déclarations autour du H5N1, H1N1, les gens qui disaient mais il faut mettre des masques, etc. En fait,
le problème, c'est qu'on est dans un système, à la fois à l'hôpital, où on était quand même dans un hôpital entreprise, et dans le système politique, où on est une vision à court terme. Et là, je pense que cette crise va changer à la fois le discours politique et à la fois l'organisation de la santé. Il faut avoir une vision à moyen terme. La preuve, c'est qu'on a failli être étranglé, par cette épidémie, étranglé. Et je le répète, c'est pas terminé. Et c'est pas terminé. Alors justement, j'avais une question. Si effectivement, on le sent bien, il y a un ressac. Le fameux taux de reproduction du virus qui est remonté en Allemagne, mais qui est toujours bas en France. Dans certaines landes, effectivement, ils ont été obligés en Westphalie. Exactement. Dites-moi, je vais évacuer cette question, mais elle est très importante. Pourquoi est-ce qu'encore tant d'infectiologues évoquent une deuxième vague? Serait-ce inéluctable? Non, alors inéluctable, je crois qu'on ne peut pas le dire dans cette histoire, parce qu'on n'a déjà pas prédit qu'elle allait arriver, on n'a pas prédit son ampleur, donc elle n'est pas inéluctable, mais elle est fort possible pour plein de raisons mécaniques. Alors c'est aussi quelque chose qu'il faut expliquer aux gens. Je regardais les télés ou les radios trottoirs hier sur les quais de GMAT, tout ça. Et vous savez que le premier réflexe des gens, c'est de dire, mais on n'était que 3 ou 4. Le problème de ces virus, c'est que c'est 3 ou 4 qui vont avoir 3 ou 4 personnes chacun, qui vont elles-mêmes... C'est le principe du cluster. Les gens n'ont pas encore compris ça. Il y a une étude américaine extraordinaire qui est sortie pour l'instant en préprint. Là, vous savez, c'est revues qu'on sort. Bon, c'est le CDC qui l'a sorti. Ils sont partis de... C'est quoi le CDC? Le CDC, c'est le Centre de contrôle des maladies infectieuses d'Atlanta. Américain, c'est quand même assez bétonné. Ils sont partis de 9 personnes qui avaient eu le Covid, symptomatique, qu'ils avaient ramené d'ailleurs de l'étranger au début de l'épidémie. Et ils ont trouvé 273 personnes contacts. 273. Donc, voilà. Donc, je cherche mon chiffre, évidemment, j'ai 533 personnes contacts. 533 voilà, à partir des 9. Et certains sujets avaient entre 18 contacts et 222 contacts. Il faut expliquer ça aux gens. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. C'est que, donc, effectivement, on sera très vigilant. Et le deuxième facteur, qui est un facteur qui peut expliquer la deuxième vague, c'est qu'on sait, parce que nous, on l'a vécu aussi à Thonon avec notre premier patient, il y a des patients qui sont super contaminateurs. C'était vrai pour le SRAS. C'est-à-dire des gens qui peuvent, dans le SRAS, on a vu qu'il y avait des gens qui contaminaient directement ou indirectement des dizaines de personnes. Et évidemment, c'est des facteurs d'accélérateur, et c'est pour ça que vous voyez c'est pour ça que vous voyez les clusters qui apparaissent, et on est très prudent. Alors, on a dit qu'on sait, le gouvernement, les ministres ont dit on sait les repérer, c'est vrai, mais on savait aussi les repérer en février. Et on a vu qu'on a été débordé dans le Haut-Rhin, dans l'Oise, etc. On prend toujours l'exemple de la Savoie, mais il y a quand même plutôt de contre-exemples où on a été débordé par les clusters. Professeur Pialou, pourquoi dites-vous qu'on n'a pas tiré les leçons de l'épidémie du sida? On n'a pas tiré les leçons sur certains points. Le premier, c'est que justement, on en revient au test. Voilà. C'est quelque chose dans lequel le groupe de travail auquel j'appartiens, Covidia, on a fait une tribune hier sur Le Monde pour essayer d'ouvrir le test. Les gens ont peur, on dit ah oui, mais si on fait les tests dans l'entreprise, oui, bien sûr qu'il faut protéger le secret et les libertés individuelles, bien sûr. Mais on sait faire ça, on sait faire. On l'a fait avec le VIH. Vous ne comprenez pas, par exemple, le Conseil constitutionnel qui met des freins terribles. On est le pays des freins. On est le pays des freins. Ben oui, on est les freins sur les procédures de mise à disposition des tests. On est les freins sur les politiques de dépistage. On est les freins sur la diffusion. Alors les masques, il n'y en avait pas, donc effectivement, le frein était obligé. Et je trouve, je suis un peu perdu actuellement. Je trouve que voilà, l'objectif c'est de faire 700 000 tests par semaine. Voilà, on en a fait 800 000 en 10 semaines. Bon, j'espère que ça sera le cas, mais effectivement, on est quand même le pays des freins. Alors, il y a les libertés. Il faut accepter le doute. Il faut accepter le doute. Oui. Y a plein de au nom de la liberté individuelle. Si je vous dis au nom de la liberté individuelle, on a collectivement des freins. Oui, mais sur le modèle du VIH, on a très bien montré dans le VIH que les gens, quand ils savent qu'ils sont contaminés, je parle là du dépistage du virus, qui a été contingenté. On le sait très bien qu'on a contingenté le dépistage du virus au fond du nasopharynx, enfin au fond du nez. On l'a contingenté parce qu'il n'y avait pas assez de tests. Il n'y avait pas assez de tests, il n'y avait pas assez de machines, il n'y avait pas ces machines qui font des tests par centaines. Il y en a une vingtaine en France, paraît-il. Il y en a
plus d'une centaine en Allemagne. Donc on est sous-équipé en machines automatisées, en automates, et du fait, on a été obligé de trier. On a trié en réanimation, on a trié les gens qui ont dépisté, on a trié, et maintenant on va trier les gens qui ont fait des tests sérologiques. Je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter le triage et passer quand même à l'échelle de population. À l'échelle de population. Je suis désolé, je ne veux pas du tout venir un peu en colère, mais non, mais je vois les modèles. Oui. Dites-moi, votre service est calme, silencieux aujourd'hui ? Alors voilà, là, le service est calme. On a réduit complètement la voilure. À Tenon, on était à 42 places de réanimation qui ont été pleines. Oui. On est revenu dans les 20 qui étaient ceux du départ, et demain ou aujourd'hui ouvre des lits de réanimation non Covid. Donc ça, effectivement, ça fait partie des satisfactions. Et puis pour les lits pas de réanimation, on est autour de 35 lits alors qu'on était monté à 145. Donc évidemment, avec des malades qui sont quand même assez lourds, à la fois en réanimation et dans mon service, puisqu'on récupère les malades de réanimation. Mais bien sûr qu'on souffle, Je voulais vous soumettre, je ne sais pas si vous avez lu dans Le Point, .fr, sur le site du Point, le témoignage du docteur Laurence Peignot. Vous ne connaissez pas, elle est généraliste à Paris. Voilà ce qu'elle écrit. Redonnons à nos patients le goût de vivre. Et elle ajoute, je cite, « C'est terminé, je n'applaudirai plus mes confrères le soir à 20h. J'ai beaucoup d'admiration pour mes collègues hospitaliers, médecins, infirmières, aides-soignantes, luttant au péril de leur vie, se sacrifiant, mais ça suffit, on fait le job, c'est normal. À l'hôpital, beaucoup considèrent qu'ils n'ont fait que leur boulot, ils l'ont bien fait et c'est normal. » Vous êtes d'accord ? Non, mais elle a raison sur 2 points. D'abord, je pense que ça a été une erreur de penser qu'on applaudissait que les soignants, et encore plus que les soignants hospitaliers. D'abord parce que c'est pas que des soignants l'hôpital, c'est aussi des gens qui font la sécurité, qui nettoient. D'ailleurs, on me demande souvent, parce que vous savez, on n'a pas la sociologie, ça c'est encore un sujet de râler. En France, on n'a pas de sociologie des patients malades. Moi, j'ai des journalistes qui me demandent c'est quoi la sociologie. On n'a pas, parce qu'on ne peut pas croiser cette protection, on ne peut pas croiser les données de santé avec les données, par exemple, de sociodémographiques françaises. Par exemple, les données du recensement, on ne peut pas les croiser, c'est protégé. Tout est protégé. Oui. En Angleterre, ils ont analysé 17 millions d'Anglais. 17 millions d'Anglais avec des données de santé, et ils ont regardé ceux qui sont décédés du Covid, et ils ont regardé les facteurs de mortalité. C'est énorme comme poids d'études. En France, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire. Donc pour répondre à cette consoeur, elle a raison, parce que, il n'y a pas que les médecins qui ont bossé dans ce coup-là, il n'y a pas que les infirmières, il y a effectivement les services techniques, je l'ai dit, la sécurité, ceux qui font la bouffe, ceux qui vous amènent sur les trajets, et donc elle a raison sur ce point. Alors, est-ce qu'elle a toujours raison ? Parce qu'elle ajoute, je cite, écoutez bien, vous avez lu, il faut l'inviter, il faut que vous l'invitiez. Il faut que je l'invite, oui. Mais elle a peur des réactions. Certains médecins détournent leur savoir et leur pouvoir pour alimenter une psychose collective qui va nous coûter cher sur le plan médical, social, psychologique et économique. Et elle en veut à ceux qui diffusent des informations complexes, non abouties, scientifiquement, contribuant à entretenir des peurs irrationnelles face à la maladie et à la mort. Vous êtes d'accord toujours ? Non, je suis pas d'accord, parce que, je veux dire, il faut pas sous-estimer l'ampleur de cette épidémie-là, quand même. Et en plus, je le répète, on est qu'au milieu du gué, premièrement. Et deuxièmement, je pense on est enclin à la prudence, puisqu'on n'a pas la mortalité indirecte, la mortalité par répercussion du Covid. Là, pour l'instant, on compte que les décès de Covid. Donc, je suis très prudent. 2, c'est quand même une épidémie sur un temps très court, et on ne sait pas où on en est. Donc là, j'aurais une prudence. Et moi, je prendrais une citation de Didier Fassin, qui dit « La croyance a été préférée au doute ». C'est-à-dire que finalement, on n'a pas supporté dans cette épidémie-là, que ce soit les politiques, que ce soit les commentateurs, certains médecins, qu'il y ait une place pour le doute. C'est normal. On a une épidémie concentrée d'un virus qu'on ne connaissait pas en 4 mois. Donc il faut accepter... On n'a pas laissé de place au doute. Il faut accepter qu'il y a des choses... Voilà, prenons un exemple, les modélisations. On dit, les modélisations se sont trompées. Bien sûr, on a annoncé, l'Imperial College a annoncé 300 000 morts en France. Il y a peu de probabilité que ce soit le cas. Mais les modèles, on rentre dans les modèles que ce qu'on a comme information. Donc on ne peut pas en vouloir de faire en 4 mois ce qu'on a fait dans d'autres épidémies. Mais quand cette consoeur 10 ans. Nous dit, vous dit, l'urgence c'est de redonner confiance. Vous êtes d'accord ? Oui, mais redonner confiance, c'est pas son boulot à elle ni le mien. C'est le boulot des politiques de redonner confiance. C'est compliqué de redonner confiance quand on a dit le contraire de ce qu'on avait dit la veille, quand on a dit le contraire de ce qu'avait dit le Conseil scientifique. C'est pas simple. Est-ce que vous trouvez que les politiques de tous bords,
de tous bords ont été à la hauteur, franchement. Mais enfin, moi, je sais que j'aurais pas aimé être ministre de la Santé ou directeur général de la Santé dans cette situation, parce que c'est infernal. En fait, on dit qu'on avance en marchant. On n'a pas avancé en marchant, on a avancé en courant pour essayer de pas se retrouver dans la Lombardie et avoir à gérer quelque chose qui est à la fois du côté sociétal, du côté économique. Vous le dites vous-même, on a parlé du PIB, etc. Donc effectivement, c'est complexe. Alors après, je pense que les bilans de gestion, ça se ferait après la crise. Et moi, je trouve qu'on est quand même encore au milieu de la crise. Alors, est-ce qu'il y a un équilibre à trouver entre le risque lié au virus et les risques que l'on prend en prolongeant l'enfermement? Ça aussi, c'est une question que beaucoup se posent. Ben, je pense que là, effectivement, il y a un certain nombre de psys qui ont alerté sur la complexité à maintenir les gens confinés, et pas ceux qui sont confinés à l'île de Ré. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui sont confinés dans des espaces restreints, avec des violences, etc. On en a déjà un petit peu parlé ensemble, et qu'effectivement, je pense que ça a pesé. Ça a pesé dans l'ouverture des écoles, dans le déconfinement, et qu'il y a probablement un trauma qui est lié au confinement et dont on analysera les données a posteriori, par définition. Moi, je me souviens aussi de la promesse d'Emmanuel Macron. Au début, c'était le 12 mars, je crois. Il disait qu'il allait préparer un plan massif d'investissement et de revalorisation. C'était cela, non? Tout à fait. C'était à Mulhouse et il avait un masque FFP2. Je sais plus, c'était le 12 mars, enfin peu importe. Quand il a ouvert, je crois quand ça a été ouvert l'hôpital militaire, qui d'ailleurs, je crois, n'a plus de malades, ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle, oui. Vous avez vu que va être réinstallé à Mayotte. Vous avez vu que les soignants, alors pas seulement les hospitaliers, les soignants, le collectif interhôpital ont commencé à effectivement rappeler cette promesse. Nous, on a très peur que l'hôpital et la santé en général, les rapports avec la ville, la veille sanitaire, soient englobés, cette crise économique du sanitaire soit englobée dans la crise globale. Et finalement qu'on soit une partie du problème économique et une toute petite. Mais c'est vrai qu'il y a eu un engagement très fort du chef de l'État et sincèrement sur le terrain. Oui, mais des moyens financiers, des moyens humains, mais pas aveuglément. Mais non, pas. Enfin, là, on n'est pas là pour faire un plan de santé, mais vous avez bien compris que l'hôpital a été quasi débordé par cette crise, et je pense qu'il faut en tirer les conclusions sur la fermeture de lits, sur le fait qu'on puisse avoir des services accordéons qui puissent s'ouvrir en cas de crise sanitaire, sur la valorisation parce que c'est vrai, elle a raison, cette collègue généraliste. Applaudir c'est bien. Les primes, c'est pas mal, mais revaloriser les carrières qui ont été en première ligne, voilà, c'est la priorité. C'est mieux. C'est la priorité. C'est l'une des priorités. C'est l'une des priorités. Et je pense que c'est pas, ça sera pas. Il faut pas que ce soit en 2021 parce que on va oublier les schémas directeurs d'organisation, non? Vous connaissez ça? Oui, mieux que moi. Moi, j'ai découvert ça. Je dois dire que. Qu'est-ce qu'un schéma directeur d'organisation? Je pense que le dernier mail que j'ai reçu de ma direction, c'est avant la crise, où on a travaillé, il faut quand même le dire ça, il en restera un truc tout à fait étonnant, quoi. C'est-à-dire qu'on était dans un rapport quand même parfois conflictuel, parce que quand vous faites de la médecine et que vous avez en face des gens qui vous parlent que d'efficience et que de tarification à l'activité, c'est compliqué. Ça a été compliqué surtout à l'hôpital public, mais ça a été compliqué aussi dans les cliniques. Et je veux dire, les derniers mails qu'on recevait, c'était sur les marqueurs d'activité, quoi. Genre, vous avez fait moins 12% de votre activité d'hôpital de jour, justifiez-le, etc. C'est vrai que tout ça s'est arrêté. Donc, on a très peur que ça soit un effet soufflé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon, je pense que quand même, nos directions sont soudées, ont compris aussi qu'on travaillait main dans la main, et j'espère que tout ça va aider à trouver un hôpital public plus apaisé qu'il ne l'était fin 2019. Bien, est-ce que vous trouvez, je vais terminer avec ça, Gilles Pialou, est-ce que vous trouvez que les Français sont vraiment responsables? Moi, je les trouve plutôt responsables. Contrairement à tout ce que j'entends, parce que très vite, évidemment, il y a un effet loupe avec les bords du canal Saint-Martin ou le Pertus à la frontière franco-espagnole, mais dans l'ensemble. Les lignes 13. Ou la ligne 13, mais la ligne 13, le premier, c'est un retard. C'est un fake news. Oui, bien sûr. Oui. Je les trouve plutôt responsables. Je pense qu'il faut partir d'où ils venaient. Oui. C'est-à-dire que, voilà, on est dans un modèle où l'hygiène, ça existe peu. On en a déjà parlé ici. Qu'il n'y a pas cette notion de distanciation. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même sympa de s'embrasser dans la rue, etc. Je comprends ça. Il faut voir d'où les Français sont partis. Alors, si on regarde le point de départ, mais ceci dit, il y a des pays latins qui font un petit peu mieux que nous, peut-être.
Hein, L'Espagne et l'Italie, sur certains points, font un peu mieux que nous. C'est vrai qu'on n'a pas la même culture peut-être que l'Allemagne dans la distanciation sociale. Je pense que par rapport à d'où les Français sont partis, ils ont fait des efforts incroyables. Mais voilà, la crainte, c'est le relâchement. C'est le relâchement. Voilà. C'est vraiment la crainte. La crainte, c'est le relâchement. Bien, merci beaucoup Gilles Pialot. Toujours passionnant, évidemment, de vous recevoir sur RMC et BFM TV. Il est 8h54.